Bonjour, bonsoir. Vous êtes sexy aujourd'hui, dis donc. Tu aimes les films d'horreur? On a obtenu une année extraordinaire en termes de sorties horrifiques. Et tout le débat actuel, c'est de savoir lesquels vont réussir à tenir dans le temps. Et donc possiblement à devenir cultes. Enlève-moi ce truc. Hey, s'il te plaît. Quoi? Et mine de rien, il y a quelques prétendants. C'est ça la liberté. Mais tout n'est pas tout rose. Quelle expression de con. Parce qu'en dehors de films remplis de qualité, il y a aussi les autres. Ceux qui sont pas terribles, ceux qui se prennent des boules de papier au fond de la classe. Alors aujourd'hui, n'éteignez pas les lumières, parce que on va parler des pires films d'horreur de l'année, des films de merde. Pour rester le plus objectif possible, je vous ai demandé votre avis sur l'onglet communauté de la chaîne, mais aussi sur mon Instagram, où vous avez été très nombreux à répondre. Et je vous en remercie, avec un petit bisou tout doux sur vos fesses onctueuses. J'ai comptabilisé l'ensemble de vos choix, et désormais, je suis prêt à vous fournir un top 10 des pires films d'horreur de l'année 2025. Les pires dans le sens les plus mauvais, voilà, je précise. Vraiment. C'est selon vos choix, donc commencez pas à dire que je suis responsable de ce classement et du positionnement des films, que ça soit bien clair entre toi et moi. Et il y en a certains, notamment, qui à mon avis va faire, entre gros guillemets polémique, en tout cas qui va faire débat, parce qu'il a vraiment bien marché en termes de box-office, il a obtenu de très bons retours critiques. Personnellement, ça me rend heureux. Voilà, c'est un film que j'ai un petit peu tabassé, donc je suis très content. Alors est-ce que c'est Signers, Bringer Back ou encore Black Phone 2? Tu savais qu'on serait bloqué. Vous allez voir, ça va être marrant. Bon allez, on commence. En 10ème position des pires films d'horreur de l'année, Signers. Fallait s'y attendre. Non, je rigole, je me fous de votre gueule. En 10ème position, Fear Street Prom Queen. Et encore, il devrait être largement plus haut dans le classement au vu de la gueule du film. Quelle horreur, mais quelle horreur. Moi qui pensais qu'après la mode des slashers ringards du début des années 2000, l'après Scream, parce que ce film a beau être un classique, et un film cocon, mon petit film doudou. Surprise, Cindy. Bordel, il a tellement provoqué un effet de mode avec tous les rejetons qui sont venus après, il a fait aussi beaucoup de mal au sous-genre, et il a fait aussi du mal au slasher. Moi qui pensais qu'on était enfin passé à autre chose avec tous les slashers de merde, et bah non. C'est pas comme si les derniers du ce genre étaient vraiment innovants, et qu'à la base, la franchise avait commencé avec une trilogie fort sympathique. Surtout ce deuxième opus, qu'est-ce que je l'aime. Fear Street Prom Queen nous relate l'histoire de candidates participant à un bal de promo. Et lors de la dite soirée, des meurtres vont avoir lieu par la faute d'un mystérieux tueur portant un costume un costume de merde. On fait la liste de tout ce qui ne va pas. Un mauvais costume de tueur, check. Des personnages inintéressants, check. Des personnages stéréotypés, check. Alors tu t'y tiens. Ou je te démolis à coups de latte. Un environnement qu'on a déjà vu des centaines, que dis-je, des milliards de fois dans le cinéma horrifique. Un foutu bal de promo avec des séquences de musique où le film explose. Et il y a aussi un battle de danse. Il est en 10ème position. La vache, vous êtes gentil quand même. Hein. Et encore, on aurait des meurtres sympathiques, ce qui fonde quand même la base d'un slasher. On est là pour voir un tueur masqué tabasser des adolescents en chaleur. Un peu comme dans le classique Corona Clown. Oui, il y a même une suite, Corona Clown 2. Prends ça, mon époux. Mais là, non, y a rien à se mettre sous la dent. En plus d'un mobile catastrophique. Je tue toutes les candidates parce que je veux que ça soit ma fille qui remporte le bal de promo de mon lycée, perdu en campagne. On ne se souvient que de la gagnante. Belle éducation, monsieur. Alors que putain, mais la beauté, c'est avant tout celle de notre cœur, de la pureté de l'âme, du savoir et des belles paroles, ainsi que ce qu'on ressent, nos propres sentiments qui s'enveniment dans l'abîme du temps et du... Bon, on passe à la suite. The Monkey, le petit Wistiti là. Un jouet de singe à cymbales hanté, provoquant autour de vous des morts accidentelles. Et c'est tout. C'est juste un jouet hanté, et on va voir deux frères jumeaux tenter de rompre la malédiction et de comprendre comment fonctionne ce machin. C'est rien du singe et il ira pas à l'intérieur. C'est un jouet? Ne dis pas ça, ok? C'est pas un jouet. Il y a beaucoup d'humour et de situations, disons, loufoques. Et je comprends pourquoi il est dans le classement, même si dans les faits, il est loin d'être mauvais. La réalisation est bonne, c'est quand même le mec qui a fait Long Legs, donc il sait tenir sa caméra comme personne. C'est d'ailleurs d'autant plus déroutant, au vu du sérieux et de la maturité de Long Legs, de se retrouver tout d'un coup avec ça.
Ouais, il avait besoin d'extérioriser le bonhomme. Mais le côté objet maudit, le fait d'avoir littéralement un singe hanté qui entraîne des morts autour de lui, ça rappelle un tout petit peu Destination Finale, bah ouais, on a l'impression d'avoir déjà vu ce concept des centaines de fois auparavant. Et d'ailleurs, ce petit Wistiti à cymbales me rappelle la belle époque où je lançais des bombes singes sur le mode zombie de Call of Duty, vous connaissez ou pas ? C'est tiré d'une nouvelle de Stephen King, et j'aime beaucoup Stephen King, mais est-ce qu'il faut continuer à adapter ses histoires ? Est-ce qu'on n'a pas fait un peu le tour ? Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de ras-de-bol général ? Et est-ce que on arrive à renouveler la chose ? Je suis pas vraiment sûr. D'autant plus qu'on voit bien que c'est largement mieux lorsqu'ils font des créations originales, comme c'est le cas de Welcome to Derry, qui ne suit en rien ce qu'a mis en place Stephen King dans ses ouvrages. Et est-ce que ça serait pas le moment de laisser reposer l'ancien, de laisser reposer Tonton King ? Maintenant le réalisateur, faut qu'il fasse une suite à Longlegs. Voilà, tout de suite, s'il vous plaît. En 8ème position des pires films d'horreur de l'année, Hurt Eyes. Au Québec, Yeux en cœur. Voilà, le slasher de la Saint-Valentin, où nous allons suivre deux personnages, Ali et Jay. Ali, c'est une aigrie de la vie, disons qu'elle est un peu solitaire, elle sait pas trop s'y pendre pour pécho quelqu'un, tandis que Jay, il est solaire, et il est un peu attiré par elle depuis que... Personne d'autre ne prend un grand café à la manger avec son lait d'avoine, deux doses de miel et un sucre. C'est ça, ouais. Depuis qu'il sait qu'elle prend le même café que lui au Starbucks du coin. D'accord. C'est une comédie romantique avec un peu d'horreur. Ils vont se faire poursuivre par un tueur en série, tuant des couples le soir de la Saint-Valentin. Sauf qu'ils ne sont pas encore un couple, alors ils vont tenter de lui faire comprendre. Non, on n'est pas en couple, on vient de faire connaissance, alors barrez-vous maintenant! Poste de police, que puis-je pour vous? C'est drôle, l'humour fonctionne plutôt bien, notamment lorsque Ali abandonne Jay pour que ce soit lui qui crève à sa place, sauf qu'il va réussir à survivre, et juste après il se retrouve et il s'explique. Me semble que t'es un grand gaillard plutôt musclé, parfaitement capable de te défendre tout seul! Ali, j'avoue que j'apprécie ce genre de compliment, en particulier de ta part, bien sûr, mais ton timing est exécrable, ok? Ces muscles ne sont pas faits pour agresser les gens, on vient s'y blottir! Mais avec un tel antagoniste, qui pour le coup est vraiment charismatique, le masque est mortel et en plus il peut voir dans le noir, avec comme des lunettes infrarouges, ça me rappelle la belle époque de Scary Movie 2. Qu'elles peuvent détecter n'importe quelle trace de liquide corporel, et ça même si le liquide a été essuyé. Quoi ? Et surtout, on a enfin un tueur qui sait se battre avec de véritables chorégraphies. Mais au final, tout ça pour faire quelque chose de si classique. Et c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que si tu regardes des films d'horreur depuis des années, et notamment plus particulièrement des slashers depuis des décennies, tu n'en peux plus de ce concept, c'est un ras-le-bol général. Et ce film manque de folie, manque de couilles, manque d'ovaires. Il faudrait un humour plus violent, plus insolent, quelque chose avec plus de folie, qui nous sorte vraiment de notre zone de confort. C'est quand même dingue qu'on n'a jamais réussi à faire mieux depuis Scary Movie en termes de comédie horrifique. Oui je sais, c'est de la parodie, vas-y, commencez pas dans les commentaires, mais quand même, c'est de l'humour quoi. Hurt Eyes aurait été mortel s'il avait conservé cette ambiance légère, mais en la contrastant avec des meurtres extrêmement violents. Pour qu'on s'implique vraiment pour nos personnages, qu'on ait peur pour eux. Dès le début du film, dès qu'ils commencent, je sais pertinemment qu'ils ne vont pas mourir, puisqu'ils ne sont pas ensemble. On sait très bien que le film se terminera par le fait qu'ils vont finir ensemble. Comment je peux avoir un quelconque sentiment de pression, et au pire, rajoute juste un peu de folie au niveau des meurtres? Je demande pas non plus que le tueur balance des organes sur ses victimes, mais quand même, ouais, j'ai peut-être un peu trop regardé Terrifier. Il manque clairement quelque chose à Hurt Eyes, ce qui fait que naturellement, on a déjà l'impression de l'avoir vu, sans même l'avoir regardé. C'est fatigant, vraiment, et... attendez, juste 10 secondes. Pardon, attendez. Voilà, c'est mon alerte pour que je prenne ma pilule du lendemain. On passe au suivant. En 7ème position des pires films d'horreur de l'année, toujours un slasher, le sous-genre est vraiment maudit, Les Intrus, chapitre 2. Celui-là, il était difficile. Le retour de nos intrus, portant des masques en poupées de porcelaine, ou de sacs à pommes de terre pour faire des raclettes. D'ailleurs, les pommes de terre rouges, ce sont clairement les meilleures. Pas vrai la team? Ferme ta gueule! Et j'ai adoré la première heure, qui est vraiment une course-poursuite frénétique. Dès le début, le personnage principal se réveille de l'hôpital, après l'attaque qu'elle vient de subir à la fin du premier, et elle a même pas le temps de récupérer, de se remettre sur pied, qu'il faut déjà qu'elle commence à courir. On dirait mon père qui court après ma mère pour lui faire un autre enfant. Qu'est-ce que je viens de dire? On passe de l'hôpital à des maisons, à la voiture, à la forêt, et toujours avec des scènes de course-poursuite géantes.
qui en plus fonctionne plutôt bien, nous rappelant les très belles heures de la franchise Scream. Bref. Et puis, les intrus disparaissent, on commence à avoir des flashbacks expliquant leur origine, comme on a encore au début des années 2000 avec Lost, mais le pire, c'est qu'ils n'ont tellement rien à raconter qu'ils sont obligés de combler l'ennui des spectateurs avec un sanglier en CGI, rappelant la biche de The Walking Dead. Et non, j'ai déjà fait trop de fois cette blague. Et on a enfin l'explication de qui est Tamara. Vous êtes pas prêts. Depuis le début de la franchise, donc depuis 2008, et le premier opus de la franchise, 2008, j'insiste là-dessus, le premier, 2008, on attend une réponse, car à chaque fois que les intrus frappent à votre porte, avant de vous attaquer, ils vous posent cette question. Tamara est là ? D'où le fait qu'on se demande, mais c'est qui Tamara ? C'est qui cette fameuse ? Tamara était une petite fille qui jouait avec l'un des intrus, donc lui, c'est lui plus tard. Sauf que elle était amoureuse de lui depuis la tendre enfance, et jalouse qu'une autre fille puisse jouer avec son amoureux. Alors, elle décida de la tuer avec une pierre. Et cette petite fille qui vient de mourir, c'est Tamara. Alors désormais, les intrus demandent toujours si Tamara est là avant de vous tuer, parce que visiblement, elle est toujours jalouse, et oh putain, c'est la pire explication qu'ils pouvaient trouver, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces cons. Et on est encore dans Earth Ties avec cette histoire d'amour, c'est pas possible, pourquoi il y a de l'amour là ? Qu'est-ce que je m'en tape que les deux cannent ensemble, mais c'est des intrus, c'est des tueurs, j'en ai rien à foutre de leur relation sexuelle. Surtout qu'à la fin du film, l'une des intrus meurt. Sauf que les intrus chapitre 1, chapitre 2 et chapitre 3 sont des préquels au premier. Et oui, c'est bien confirmé comme faisant partie de la même timeline. Donc si elle meurt dans cet opus se déroulant avant la saga originale, qui la remplace sous le masque dans cet opus et dans celui-ci ? Ils vont lui trouver une remplaçante, et même si c'est le cas, il trouve où toutes ces tueuses en série lui ? Où est-ce qu'il trouve toutes ces psychopathes ? Mais moi aussi je veux l'adresse. On aurait pu avoir une secte religieuse à la Charles Manson, un espèce de culte vénérant Satan, une divinité ou que sais-je, mais pas des amoureux tuant des personnes au hasard, parce que l'une de leur groupe était jalouse d'une Tamara lorsqu'elle était enfant. Ça n'a aucun sens, y a pas à être jalouse comme ça en plus. Ah, excusez-moi, vous avez fait tomber vos clés. Mais c'est vos clés en fait. En 6ème position des pires films d'horreur de l'année, vous avez été difficile avec lui et c'est plutôt légitime, souviens-toi, l'été dernier. Le 3ème opus de la franchise, comme le 3 est officiellement retiré de la timeline. En même temps dans le 3, le tueur pêcheur c'est un zombie. C'est pas une blague. Mais est-ce que c'était pas mieux d'avoir un tueur zombie nous rappelant les sublimes heures de Dead Snow ? J'adore ces références. Allez hop, on va juste flouter le brassard. Donc au final, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un tueur pêcheur zombie plutôt que ce truc ? T'es une cinglée de psychopathe. Hystérique comme une fille, hein Eva ? Alors, je dis pas, le tueur est profondément classe, et d'ailleurs, il a jamais été aussi classe que dans cet opus, entre les armes qu'il utilise, le retour du crochet légendaire, sa frénésie, et les différents combats qu'il amène. Oui, il pue la classe, mais il y a aussi tout le reste, et le reste est... comment dire ? On a des personnages stéréotypés au possible. Oh putain, arrêtez votre délire, vous êtes pas dans Scooby-Doo, faut se calmer. Un film qui est profondément moche. Je sais pas comment le dire, mais cette espèce de filtre où les couleurs sont désaturées pour imiter les couleurs de Scream 5, et d'ailleurs tout le film s'inspire de Scream 5, sauf que Scream 5 c'est pas du tout, mais alors pas du tout le meilleur slasher de ces dernières années, loin de là. Quoi ? Il faut leur tirer en pleine tête, sinon ils crèvent pas. C'est dommage, car le premier opus de Souviens-toi l'été dernier représente l'un de mes films de cœur. C'est presque pas un slasher, tellement les meurtres sont peu nombreux, et c'est plus une forme de harcèlement et de torture psychologique. Ça parle des remords de notre jeunesse, et d'apprendre à vivre, en sachant que nos rêves ne se réaliseront probablement pas. Ici, rien de tout cela. On commence directement par des attaques, comme on est dans Scream, et pas dans Souviens-toi l'été dernier. Et on reprend quelques scènes de l'opus original, pour jouer avec cette nostalgie, sans en comprendre le sens. Le même accident, au même endroit, comme par hasard. Et le tueur est de retour après un accident, oh, comme par hasard. Et ramener les personnages originaux pour ramener les personnages originaux... L'horreur. Contrairement à toi, je n'ai pas su complètement refouler ce qui nous est arrivé. Eh, je suis comme toi, je vis avec ça au jour le jour. Et j'ai l'impression que Souviens-toi l'été dernier clôture un petit peu cet arc des Requels. Ça y est, les trucs et les concepts à la Scream 5, à la Halloween 2018, à la Massacre à la tronçonneuse, Alien Romulus aussi d'une certaine façon, qui se reconnecte au premier opus. Toute cette période de nostalgie qui a amené parfois des films qui étaient pas très inventifs, notamment Massacre à la tronçonneuse par exemple, même Scream 5 on peut lui reprocher de pas être si inventif que ça. Ça y est, ça marche pas,
les gens n'en peuvent plus, ils détestent ça même, et Souviens-toi l'été dernier arrive vraiment après cette espèce de mode, il arrive vraiment après la bataille, et je pense qu'avec ce film on prend conscience qu'il est temps qu'on passe à autre chose, pour le bien de tous et pour le bien des spectateurs. Surtout que c'était vraiment un phénomène ancré au cinéma horrifique. Star Wars aussi, on disait que c'était la nostalgie, il y avait aussi Jurassic World, mais ce côté requel, il était vraiment propre aux films d'horreur, au cinéma horrifique, avec toutes ces différentes timelines, c'était un énorme bordel, et Halloween 2018, c'est vraiment l'opus qui a popularisé la chose. 2026, les requels, faut que ce soit vraiment fini, et j'ai l'impression qu'il y en a plus d'autres, enfin j'espère. Il y a l'Exorciste qui sort en fin d'année, j'espère que c'est pas un requel. Enfonce-toi là bien profond, gros naze. La plus grande erreur de la saga restera d'avoir tué le personnage d'Hélène. On aurait pu obtenir une grande franchise si elle était restée en vie, avec Julie et Hélène, enquêtant sur des meurtres liés à ce qu'elles ont vécu, à ce qu'elles ont traversé, tout en étant reliées à la famille du pêcheur. On aurait pu continuer leur relation si intense, puisque c'est tout ce qui faisait le charme du premier opus. À la fois, elles s'aiment, mais en même temps, elles sont si différentes. Le fait d'avoir dissimulé un homicide les a complètement traumatisées. En fait, avec cet accident, elles ont mis fin à leur existence aussi, d'une certaine manière, puisqu'elles ne seront plus jamais les mêmes. Hélène était le personnage le plus incroyable de la franchise. Le fait qu'elle soit bloquée sur cette petite ville portuaire, à travailler dans une petite boutique, alors qu'elle était promise à un grand avenir. Et cela se ressent que ce nouvel opus de 2025 s'en mord les doigts. Pardon, mais j'ai un nom, moi aussi. Hélène Chivers. T'as pas intérêt à l'oublier. Si bien que ce n'est pas un requel qu'ils auraient dû faire, mais un reboot complet. Pas déconnant qu'il soit au milieu de ce classement. Voilà, le film est moyen et c'est bien dommage. En 4ème position, Conjuring 4. Ouais, c'est légitime. Le problème, ce n'est pas les époux Warren, parce qu'ils sont toujours aussi géniaux. Et qu'est-ce qu'on a eu de la chance d'avoir un tel casting pour les interpréter. Quand ils ont demandé pourquoi vous aviez arrêté, pourquoi t'as pas dit à cause de mon cœur? Parce que c'est ce qu'un vieil homme aurait dit. Mais après Conjuring 1 et Conjuring 2, considérés comme de véritables classiques, et bah c'est un peu comme Marvel après la phase 3, c'est l'effondrement. Conjuring 3 et Conjuring 4 sont détestés parce qu'ils n'ont rien compris à la franchise. Déjà, la réalisation, c'est fini les plans iconiques, comme on pouvait l'avoir dans le premier et deuxième opus, et il y en avait tout le temps, c'était omniprésent. Regardez, je peux faire ça pendant des heures, ça s'arrête jamais. Le pire, c'est la façon dont James Wan jouait avec le regard de ses spectateurs pour les surprendre. Ce qu'il avait un peu commencé à faire dans Dead Silence, mais surtout où ça commençait à atteindre l'apothéose dans le premier opus d'Insidious. Jusqu'à atteindre la véritable apothéose, son véritable petit bijou, Conjuring, en termes de peur je veux dire. Ce mec a réinventé les jumpscares, considérés auparavant comme quelque chose de vulgaire. Et puis on arrive à Conjuring 3 et Conjuring 4, où la réalisation, putain mais qu'est-ce que c'est fade, qu'est-ce que c'est de la merde. Déjà ces bandes noires, on ne respire pas. C'est fini cette approche de documentaire, où l'on avait l'impression de suivre les époux Warren, et que c'était un tant soit peu réel. Il est 9h18, nous allons descendre à la cave dont la porte vient de s'ouvrir toute seule. J'emmène Lorraine et l'officier de police Brad Hamilton avec moi. Il y avait vraiment cette crédibilité, on nous disait que les époux Warren, ils vivaient des événements qui ont réellement existé, et on te présentait une réalisation qui était documentaire, du coup t'y croyais, même si t'y croyais pas au fond, mais je sais pas, il y avait un peu ce sentiment d'immersion qui a totalement disparu dans Conjuring 3 et dans Conjuring 4, et mon dieu qu'est-ce que je déblatte. Ça y est, maintenant on te met des grosses bandes noires, comme ça tu étouffes dans le cadre, t'as même pas le temps de respirer, en plus le film est trop sombre, tu n'y vois jamais rien parce que le mec sait pas avoir des chefs opérateurs, et puis surtout tu n'y crois plus du tout, t'as vraiment le sentiment d'être dans une fiction du début à la fin. L'approche documentaire a disparu, merde. Et tu rajoutes à ça tous les autres défauts, on se concentre sur des personnages secondaires dont on n'a rien à foutre. Bien sûr que tu as notre bénédiction. Monsieur Warren? Oui. Tony. Le fait que l'amoureux de la fille de Warren veut l'épouser, que elle l'aime pas, mais je veux voir la relation des époux Warren. Comment on passe de Lorraine Warren qui est traumatisée par ses visions à une histoire d'amour avec sa fille, enfin je m'en bats les couilles. Ou à la limite qu'on se concentre sur la famille hantée par des événements paranormaux. Comme on l'avait dans le premier et deuxième opus, on avait vraiment une première heure où on se concentrait sur les personnages secondaires et c'était trop cool. Ici, rien n'est développé. Le film parle seulement de la fille des époux Warren et de son petit copain. Parce qu'aucune idée, je sais pas, il savait pas quoi raconter hein. J'avais l'intention d'inviter Tony à la fête. Qui est Tony? Papa, on sort ensemble depuis 6 mois. Ah, c'est Tony-là. Et le pire, c'est ça. Comment on passe de ça à ça à ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est l'une des franchises, si ce n'est la franchise de l'horreur la plus populaire de ces dernières années, et vous faites n'importe quoi avec. Vous avez confié ça au réalisateur de La Nonne. Oui, tant qu'à faire. Je vais reprendre la phrase de Durandal. Vous essayez de m'enculer.
c'est le plus grand rendez-vous manqué de l'histoire. Et j'en veux un peu à James Wan, qui a préféré partir faire Aquaman, et de juste laisser son nom en tant que producteur pour prendre un billet, plutôt que de construire sa véritable franchise. Je ne comprends pas, il aurait pu marquer l'histoire. S'il avait réalisé Conjuring 3 et Conjuring 4, et que ça avait été aussi bon que les deux premiers, la franchise Conjuring aurait pu être mise au même niveau que la saga Freddy, que la saga Halloween, que Hellraiser, et j'en passe. Vraiment. Et c'est drôle de voir qu'Insidious a suivi le même chemin, la même trajectoire de vie. Les deux premiers opus, c'est James Wan, et ce sont de véritables classiques, et ensuite il est parti, et tout s'est cassé la gueule. Vraiment. Si, il y a une idée intéressante, visuellement en tout cas, et c'est cette séquence. Mais sinon, le reste est... ouais, c'est pas Ed Lorraine qui doit combattre un miroir hanté. On passe de ça, un exorcisme violent, avec du sang qui sort de la bouche de la possédée, à un combat contre un miroir. C'est de la merde. Qu'est-ce que c'est de la merde? Qu'est-ce que c'est nul. Et je pense qu'on est beaucoup à être allé le voir et avoir toujours du mal à être objectif avec cette franchise. Alors, je vous spoil un tout petit peu, mais dans vos votes pour élire le meilleur film d'horreur de l'année, Conjuring est également dans le classement. Mais, s'il est aussi dans les pires, c'est parce que les gens sont en colère de ce rendez-vous manqué. Parce que ça aurait pu être tellement, et même largement meilleur, avec un autre réalisateur, et surtout avec une meilleure écriture au niveau de l'histoire. Parce que moi aussi, quand il s'agit de ces deux loustiques pervers, et de ces deux tourtereaux, je n'arrive pas à être objectif. Je sais que le film est nul, vraiment nul, mais regardez ça, putain, mais il suffit de les mettre et ça y est, je suis content. Et quand ils sont vraiment au cœur de l'histoire, au cœur des scènes, ils sont trop talentueux, ces deux bêtes d'acteurs. J'en demandais pas plus, j'en demande pas plus. Ma nostalgie sur Ed et sa grosse guitare fonctionne toujours aussi bien sur moi. Falling in love with you. En 4ème position, Les Évanouis. Ouais, vous voyez Conjuring 4. S'il est dans le classement, c'est parce que les spectateurs s'attendaient à beaucoup mieux. Et pour Les Évanouis, c'est exactement la même chose pour une grande partie d'entre nous. Alors attendez, avant de vous énerver, laissez-moi finir. Tout le monde, toute la terre entière a branlé ce film. C'est un peu comme The Substance de l'année dernière, à base de c'est la réinvention du genre horrifique. C'est le film d'horreur le plus effrayant de la décennie. On n'a pas fait mieux, on n'a jamais fait mieux dans l'horreur. Et à force de dire que c'est la meilleure des choses au monde, bah forcément, pour beaucoup d'entre nous, ça crée des attentes. Des attentes qui sont élevées. Sauf que plus les attentes sont élevées, plus forte peut être la redescente en cas de déception. Et oui, je fais partie des spectateurs qui sont déçus des Évanouis. Ouais. Je déteste les films d'horreur. J'ai adoré la première heure. J'étais dans cette enquête tellement sérieuse et étrange sur la disparition d'enfants dans un lotissement typique américain. Bah, il y a quand même 17 gamins qui ont disparu. Alors j'ose espérer que ceux qui sont chargés de l'enquête sont pas genre je m'en fous un peu quand ils doivent faire leur boulot. Le film joue avec beaucoup de mystères. Est-ce que c'est un psychopathe qui est derrière tout ça? Est-ce que ça serait pas des enlèvements d'extraterrestres? Une secte? Un sombre groupuscule? Ou que sais-je? Tout ça pour que ce soit elle la responsable. Ce truc. Une sorcière avec des bâtons magiques. Il manque plus qu'Hagrid. Je me suis pissé dessus. La déception. On passe de personnages qui sont progressivement de moins en moins charismatiques, dont on se fout complètement, à une antagoniste que personnellement je trouve ridicule. Et je sais que ça parle déjà de nouvelle icône de l'horreur, je respecte si vous pensez ça, vraiment y a aucun problème, mais de faire un film qui lui est dédié. Oh putain de merde, ça y est, on y est là. J'ai envie d'exploser mon sexe contre le bureau. C'est pas si désagréable que ça. Je comprends pas l'excitation qu'il y a eu autour des Évanouis, je ne la comprends pas. C'est pas que je la comprends pas, mais je ne comprends pas comment on peut dire que c'est aussi extraordinaire que les gens le disent. Et je pensais être un cas à part, et même je m'en voulais, je voulais comprendre pourquoi tout le monde le sauce, pourquoi moi j'arrive pas à le saucer. Mais je suis pas seul, vous avez été aussi nombreux à ne pas apprécier la chose. C'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus. Le pire, c'est qu'on a même l'impression que le film se perd en chemin, tellement il se rend compte que sa deuxième heure est ridicule. Entre sa mamie rousse excentrique et les rituels de sorcellerie, tellement conscience que ça devient n'importe quoi, qu'il abandonne l'horreur en cours de route pour faire de l'humour. Déjà cette scène, pour moi, c'est risible. Et puis il y a celle-ci. Mais là, on est dans une scène comique. Oh, oui, c'est de la comédie. Et puis le réalisateur, qui dit lui-même que ce plan ne veut rien dire, qu'il l'a mis là pour faire joli, en gros c'est ça, hein, pour faire joli. Et avec un tel concept, ça fait presque creepypasta, tous les enfants d'une même classe qui se sont mis à courir tard dans la nuit alors que leurs parents dormaient paisiblement, tous à la même heure en plus, ça fait presque projet de manipulation de masse. On aurait pu partir dans les théories du complot, et ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et même avec cette scène, on se dit qu'on va forcément partir dans quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vu que le film s'appelle Weapons et qu'on a cette arme au-dessus d'eux, je me suis dit que c'était un espèce de groupuscule qui allait utiliser les enfants pour faire un massacre de masse, ou alors que c'était tout simplement une invasion d'extraterrestres
extraterrestres et que c'était leur manière de capturer des enfants pour s'en servir d'armes. C'est ce côté où on s'attend à quelque chose de gros et qui finalement n'a jamais lieu dans le film, pour au final se retrouver avec une résolution et donc des réponses qui sont beaucoup trop... dont on a trop l'habitude, je trouve, au cinéma, ce qui entraîne évidemment beaucoup de déception. Et puis le réalisateur qui dit lui-même que ce plan ne veut rien dire, qu'il l'a mis là pour faire joli, qu'il n'y a pas d'explication à avoir, que c'est juste là pour être là. C'est de la branlette intellectuelle, c'est de la grosse branlette intellectuelle, mais c'est sympa, moi j'aime bien. Et d'ailleurs très intéressant cette thématique d'avoir une professeure qui est seule contre tous, et dont l'ensemble de sa classe, qu'elle aimait elle aussi, parce que quand t'es professeur en général, t'essaies d'aimer un peu les enfants, ou en tout cas aimer éduquer des enfants, même si c'est pas le cas, hein, les professeurs en France, bref, j'en parlerai après. Pardon, excusez-moi. Bah mine de rien, ça crée une véritable tension parce que à la fois t'as peur par rapport à ce qui est arrivé aux enfants et en même temps t'as peur que les parents des élèves s'en prennent à elle, qu'ils lui fassent du mal. Je comprends qu'il soit là, je comprends qu'il soit dans le classement et sans vous spoiler, il sera également dans le classement des meilleurs films d'horreur parce que vous êtes beaucoup à l'avoir apprécié et en fait c'est pas qu'on le trouve nul, c'est pas qu'il est mauvais, évidemment que ce n'est pas un mauvais film, c'est juste que la majorité, t'as l'impression que 80% des spectateurs qui l'ont vu, ils en ont trop fait, et forcément, ça crée des attentes. Surtout quand t'es fan de cinéma d'horreur, on est des amoureux de cinéma d'horreur, alors quand on vient nous voir, pour une fois qu'on parle d'un film d'horreur de façon assez populaire, c'est très rare. La dernière fois, j'ai l'impression que c'était Terrifier sur BFM, où il disait « Oh, un film d'horreur interdit au moins de 18 ans », même Conjuring 4 en France, ils en ont pas parlé, pourtant c'est un truc de malade en termes de box-office. Donc là, pour une fois qu'il y a un film d'horreur qui fait parler de lui, quand t'es fan de l'horreur, t'es trop content de voir cette culture un peu mise en avant, et là, tout le monde dit que c'est le chef-d'œuvre intemporel, que c'est extraordinaire, et tu te retrouves avec ça. Ouais, il y a une petite phase de redescente et une forme de punition que t'as envie de lui infliger, t'as envie d'enculer le film en fin de compte. Du coup, c'est un peu ce vote-là, voilà. S'il est dans le top 10 des pires films d'horreur de l'année pour beaucoup de personnes, bah c'est parce que vous avez été déçus. Vous avez eu une forme de déception parce que vos attentes, elles étaient là à cause des personnes. Forcément, si tout le monde dit que c'est le film d'horreur de l'année, bah tes attentes, elles sont de plus en plus élevées. Tu vas le voir, tu le vois et c'est une forme de déception en fin de compte. Mais je pense sincèrement, et peut-être que ça viendra avec le temps, mais si on l'avait vu sans attente, sans en avoir entendu parler et que personne l'avait saucé à ce point, personne n'en avait parlé avec autant d'éloges, je pense qu'on aurait tous beaucoup plus apprécié l'expérience. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour les personnes qui ont été le voir dès le premier jour, dès qu'il est sorti mercredi au cinéma, parce qu'on n'en avait pas trop entendu parler, et c'est après la première semaine qu'est venu ce côté élogieux autour du film et ce côté « Oh, c'est le meilleur film d'horreur de tous les temps ». Si j'avais été en salle dès le mercredi, je pense que j'en aurais fait une critique extrêmement positive, c'est une certitude. D'où le positionnement ici dans le classement selon vos votes. Voilà, selon vos votes. J'insiste encore, me faites pas de mal, moi c'est selon vos votes. Tout comme le troisième film de ce classement, Until Dawn. Là, c'est plus les fans du jeu vidéo qui le punissent, parce que le film n'a rien à voir avec l'histoire principale. Oh, putain, Clover. Déjà, rien que l'environnement, passer de ça à ça, alors que la neige est hyper emblématique et même hyper importante dans le jeu, ouais, c'est un petit peu compliqué, il y a moins de charme. Des jeunes, un chalet, quand ils meurent, ils réapparaissent, et ils doivent faire de nouveaux choix pour survivre jusqu'à l'aube. Sauf que les menaces, elles changent, un peu comme dans un jeu vidéo procédural. C'est quoi ce truc, putain? C'est quelqu'un? Sauf que plus ils recommencent, plus ils s'affaiblissent, plus ils vont finir par mourir véritablement. C'est pas mauvais en soi, mais le jeu est tellement bon que de se retrouver avec un film qui ne l'adapte pas, ça a clairement fait du mal à beaucoup de personnes. Ça manque clairement de folie dans les meurtres, les menaces et surtout dans les environnements. On aurait pu espérer que l'environnement change à chaque redémarrage de nuit, qu'on se retrouve pendant une nuit dans la neige, qu'il meurt et que tout d'un coup on soit transporté dans une autre ambiance. Mais non, il n'y avait pas de budget pour faire ça. Visuellement, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Enlève-moi ce truc. Hey, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore là? Le truc est parti? Ouais, il est parti. Il est tombé ou quoi? Même si la séquence des Wendigo légendaires est gâchée par des coupures pour faire croire que la caméra bug. C'est un petit peu de mauvais goût, ouais, c'est un peu de mauvais goût quand même. C'est un film de divertissement, et je pense sincèrement qu'avec le temps, les spectateurs vont finir par l'apprécier beaucoup plus, ou du moins à le trouver un petit peu plus sympathique. C'est ce qui s'est passé avec le premier opus de Resident Evil, avec cette soundtrack faite par Marilyn Manson qui est incroyable. Désormais, les spectateurs l'aiment bien, ils apprécient beaucoup plus certains opus avec Mila Jovovich. Alors qu'à la sortie, mon dieu, quand t'allais voir Resident Evil au cinéma, tu te faisais insulter, tout le monde disait que t'étais le pire cinéphile, t'étais le pire spectateur de film au monde, incroyable. Les joueurs de jeux vidéo, et j'en fais partie, on veut toujours obtenir une adaptation fidèle. Le véritable problème, c'est que quand on a une adaptation fidèle, on connaît déjà tous les éléments de l'histoire, et donc on ne peut pas avoir un effet de surprise, on ne peut pas avoir un sentiment de découverte. Si un film adapte fidèlement l'histoire d'un jeu vidéo, bah t'as pas de surprise, t'as juste à jouer au jeu vidéo, et le
le truc c'est que les jeux vidéo, je pense que pour beaucoup d'entre nous c'est le cas, c'est un peu l'art ultime, parce que ça nous intègre nous en tant que spectateurs, et un film ne réussira jamais à nous intégrer autant qu'un jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, j'ai juste appuyé sur le stick, mon personnage avance, je suis le personnage, c'est moi à 100% qui fait l'œuvre, si je ne joue pas, l'œuvre n'existe pas. Il y a beaucoup plus d'immersion je trouve dans un jeu vidéo, ou même pour ressentir la peur, surtout dans les jeux d'horreur, moi je fais partie des personnes qui quand je joue à des jeux horrifiques, je me chie dessus, alors que devant un film d'horreur, bah tu sais, j'ai même pas peur, enfin on a tellement l'habitude. Par contre un jeu vidéo, je suis une flippette. Faut aérer un peu. Il était où? Et ce problème d'adapter fidèlement un jeu vidéo de façon complète, ça se pose encore plus avec Until Dawn, parce que si on avait une adaptation de l'ensemble du jeu vidéo, mais cette fois-ci en film, et que ça durait 1h30 ou même 2h, bah ça sert à quoi? Ça ne sert absolument à rien, encore plus avec Until Dawn. Pourquoi? Parce que c'est un film interactif, plus qu'être un jeu vidéo. Ça ne servait à rien, je vais pas regarder un condensé en 2 heures, autant regarder un let's play. Et en même temps, bah quand tu fais quelque chose de totalement différent comme le fait Until Dawn, bah les joueurs ne sont pas contents et les spectateurs détestent. En réalité, j'ai l'impression qu'il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut essayer de réussir un mélange qui est un peu ambigu et qui est pas forcément facile à obtenir, un peu comme l'a fait Fallout, c'est à la fois une adaptation de l'univers, mais en même temps de tout nouveaux personnages. Alors ouais, peut-être Fallout c'est pas le bon exemple, mais je trouve qu'il y a quand même un peu ce melting pot, mais le meilleur exemple, ça reste le premier opus de Silent Hill, qui adapte véritablement le lore et l'histoire de la ville, et également l'histoire des personnages, mais en les remplaçant, en faisant en sorte que ça ne soit plus un papa qui cherche sa fille, mais une maman, avec de toutes nouvelles thématiques que ça engendre. C'est vraiment l'exemple parfait parce que le premier opus de Silent Hill est un chef-d'œuvre, il adapte et en même temps il innove. Me parlez pas de Minecraft, et me parlez encore moins de Mario. Pas de Mario, s'il vous plaît. Et puisqu'on parle de jeux vidéo, FNAF 2 est considéré comme le deuxième pire film d'horreur de l'année. Et à vrai dire, est-ce que c'est un film d'horreur? Vous avez été beaucoup à voter pour Megan 2, mais comme on n'est pas du tout dans le genre horrifique, je l'ai volontairement supprimé de ce classement, sinon il aurait été sans doute premier. C'est le retour de nos animatroniques légendaires, qui sont toujours aussi magnifiques et toujours aussi bien faits. Ça plaira aux fans de Fury. Mais on a aussi Pupette. La malédiction de ce film-là, c'est que dès qu'il se termine, on a envie de voir la suite, le troisième opus. Au point qu'on en a tellement rien à foutre du premier et du deuxième film. À la limite, ils auraient carrément dû être supprimés pour passer directement au concept du troisième opus. Et évidemment que c'est lié au personnage de William Afton et de Springtrap. À la fin de FNAF 2, ils nous font une véritable promesse. Et la suite devrait être plus violente, plus effrayante et plus gore. Sinon ça va chier, car une promesse, c'est une promesse, bordel. Je crois avoir abordé l'essentiel. Vous l'aurez compris, le côté horrifique a clairement été mis sur le côté pour construire une espèce d'aventure mystérieuse, un peu comme les Goonies ou Chair de Poule. C'est bien ce que je croyais. Il n'y a rien du tout à l'intérieur. FNAF 2 cherche à élargir la franchise au maximum, alors que justement, ce qui l'a rendue si particulière, c'est son caractère unique. Ce sont des jeux étranges, crades, parlant d'enfants morts, et remplis d'une rare violence. Vous n'aurez à aucun moment cela dans les deux premiers opus sortis au cinéma. Tout est lisse, que ce soit les personnages, les environnements, les animatroniques. Il y a rien d'aussi effrayant que le premier jeu, sauf que c'est le premier jeu, il y en a eu des centaines d'autres après. Et c'est sorti il y a des années, on est quand même en capacité d'innover, d'apporter de la nouveauté. C'est l'horreur qui a rendu populaire FNAF. Et le réalisateur, ainsi que le studio derrière cela, la Blumhouse, ne l'ont pas du tout compris. Et ces séquences en fan footage, où ils se sont même pas servis d'une ancienne caméra, ils ont même pas pris la peine de changer de caméra, ils ont juste mis un petit filtre de merde, genre c'est comme si je faisais ça. Mais vous voyez bien que la caméra ne change pas. Ils ont mis un PNG, ils ont mis un putain de PNG, c'est un JPEG le truc. Même pas de grain, rien du tout. Regardez Black Phone 2 et ses séquences à la pellicule, mais c'est typiquement ce que je voulais voir dans un film FNAF. Et putain, la promesse d'un retour de William Afton avec un Springtrap énervé, il y a intérêt que ça soit du lourd, sinon ça va chier. Ils peuvent vraiment se rattraper avec un FNAF 3 interdit aux moins de 16 ans, un Springtrap profondément effrayant, qui d'ailleurs représentait déjà les meilleures scènes de la saga au cinéma. Faites un véritable film d'horreur en exploitant tout le charisme de l'antagoniste de Springtrap. Et je vous jure qu'on vous pardonnera. On vous pardonnera tous. Alors faites-le, s'il vous plaît, allez-y là. Bon, on passe au dernier de la liste. Qui c'est qui est considéré comme le pire film d'horreur de l'année? Alors attention, attendez... Signers. Non, je déconne, je rigole. Frankenstein. Non, allez, je rigole aussi. Insultez-moi un petit peu dans les commentaires. Ce n'est nul autre que La Nuit des Clowns.
On parlait de slasher basique au tout début de la vidéo, et c'est vrai que La Nuit des Clowns, ça rentre complètement dans le moule. C'est des étudiants un peu paumés, qu'on a déjà vu des centaines de fois, face à des clowns tueurs. J'ai compris, très drôle. Et avoir des clowns tueurs et passer après celui de American Horror Story, mais aussi après Art de Terrifier, Art qui fait caca partout dans la pizzeria du premier opus, non, c'est pas une blague. C'est sûr que passer après tout ça, ouais, c'est pas très inventif. Moi personnellement je l'ai bien aimé, je me doutais qu'il serait dans le classement, mais de le voir aussi loin, enfin en première position, je suis un petit peu triste, j'ai une petite larme qui coule le long de ma joue. Parce que je trouve vraiment que ces deux slashers là, ils sont vraiment moins bons que ce film. Mais bon, c'est pas grave, je l'accepte, c'est vos votes, on est en démocratie, enfin je crois, enfin peut-être pas en France. J'ai adoré cette espèce de twist arrivant au milieu du film, mais faut quand même tenir jusqu'à ce qu'il arrive, et j'avoue que la première heure elle est un petit peu délicate. Les gars, pas besoin de ça. J'ai mes guns. Ils sont chargés! Mais en dehors de ça, de cette armée de clowns, je comprends que les gens n'ont pas aimé. Surtout le mobile des tueurs, mais oh le mobile des tueurs. On vous tue parce que vous êtes jeune, vous êtes toujours sur vos téléphones à scroller sur TikTok. Vos petits canulars à la con et votre obsession pour les vidéos de chatons. Vous êtes de loin la pire de toutes. Et puis tous ces passages où le père de l'héroïne est pris en otage par les clowns, et il doit sauver un clown qui a été blessé par une blessure par balle ou par un couteau, je sais plus, mais c'est long, oh qu'est-ce que c'est long. Et puis il y a tellement de répliques de merde. La tringlée m'a mémé Gladys. C'était plus que du sexe, Matt. C'était magique. Je suis amoureux. Ah ouais, oh. Par contre, il y a quand même la séquence de la grange, envahie par cette armée de clowns, rappelant la séquence légendaire de Resident Evil 4, et surtout un meurtre à la tronçonneuse qui est profondément brutal. Bon, on va pouvoir récapituler un petit peu. Voici selon vos votes votre podium, notre trio qui selon vous, encore une fois, sont les pires films d'horreur de l'année, Until Dawn, FNAF 2 et enfin La Nuit des Clowns. Si on fait un récapitulatif de l'ensemble des 10 films qui étaient dans la liste, on observe une forme de lassitude des slashers. Ça y est, les slashers qu'on a vus des centaines de fois, qui ne sont plus violents, qui ne sont plus innovants, et surtout ce côté où on mélange l'humour avec des meurtres et le côté horrifique. On n'en peut plus, moi je n'en peux plus. Des trucs qui ne se prennent plus en sérieux, je l'overdose. Oui, les slashers au début, ça a toujours été un peu goofy, ça a toujours été cette ambiance stéréotypée des années 80, t'as l'impression qu'il y a de la synthwave partout, t'as l'impression qu'il y a des notes mélodieuses, t'as des personnages stéréotypés qui portent des leggings, qui ont des coupes de folie, qui ont des bandanas, on dirait John Rambo. C'était pas ma guerre! Les slashers qui se passent dans des balles de promo, des slashers qui se passent dans des camps de vacances, dans des colonies de vacances, dans des salles de sport, ça y est, on n'en peut plus. Vraiment, c'est quelque chose, c'est l'overdose, on ne veut plus ça, et pourtant c'est ce qu'on obtient encore. Fear Street Prom Queen pour moi est l'exemple parfait d'avoir encore un slasher qui est aussi mauvais, aussi peu inventif et qui en plus se permet de se dérouler dans un bal de promo pour jouer sur cette espèce de nostalgie. On n'en peut plus, c'est l'enfer. On observe également beaucoup de déceptions, non pas parce que les films sont mauvais, mais parce que l'adaptation n'est pas fidèle à l'œuvre dont elle est tirée, notamment les jeux vidéo, ou alors que la hype, l'excitation et l'engouement qu'il y a derrière étaient un peu trop forcés et un sanglier sauvage. Et puis je pense que la plus grosse déception pour beaucoup de personnes, c'est vraiment le cas Conjuring 4, parce que Conjuring a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de spectateurs qui rentrent dans le cinéma horrifique. Ça fait un peu partie des premiers films d'horreur que j'ai vus en salle. Conjuring 1, je pense que j'étais extrêmement jeune, je devais avoir un petit peu plus de 12 ans, je devais avoir 13-14 ans, je sais plus quel âge j'avais quand j'étais sorti, mais ça fait partie des premiers films d'horreur que j'ai vus en salle. Il y avait aussi Insidious 2 que j'ai vu au cinéma, il me semble aussi. Enfin, tu vois, on est vraiment rentré par le cinéma de James Wan, et de voir que son héritage, avec notamment Conjuring 4, se casse la gueule, après que Insidious se soit cassé la gueule également, bah ça fait un petit peu mal, encore plus quand on a une énorme attache par rapport aux époux Warren qu'on aime profondément. Conjuring 1 et Conjuring 2 resteront à jamais des films très importants pour le genre du surnaturel. Ça a fait en sorte que les gens se sont déplacés pour aller voir des films d'horreur en salle, avec en termes de box-office quelque chose qui était prodigieux. C'est une des rares franchises qui dans l'horreur est milliardaire, vraiment ça c'est incroyable. Et finalement c'est pour nous délivrer un opus qui est complètement moyen, qui est mal réalisé, qui n'a aucune ambition, et qui en y repensant met de côté les époux Warren. Et en fait t'as tes doses de moments où tu respires, tu te dis « Oh ça y est, une séquence avec les époux Warren, enfin il y a un peu de sensibilité, je respire ». Et puis d'un coup tu te retrouves avec tous les autres personnages qui manquent profondément de charisme, ce que je n'avais pas fait gaffe au premier visionnage. J'étais tellement concentré sur les époux Warren, et puis en le revisionnant, je me suis rendu compte que je préfère peut-être même Conjuring 3, ce qui est dramatique parce que Conjuring 3 c'est pas bien du tout. Mais au moins dans Conjuring 3 on a quelque chose qui se concentre sur les époux Warren, et avec tous les problèmes de cœur qu'il y a sur Ed, là il y a rien, tu vois, il y a pas d'avancée, les époux Warren stagnent, il y a juste à la fin où il y a cette séquence où ils prennent leur retraite définitivement,
mais t'as pas une espèce d'avancée majeure. Pour un film où on est censé dire au revoir à ces époux-là, ouais, de mon côté, c'est peut-être la plus grosse déception de l'année, parce que putain, on méritait tellement mieux. Enfin, c'est pas normal qu'un 4ème opus soit largement aussi bas en termes de qualité comparé à Conjuring 1 et Conjuring 2. Plus tu progresses, plus tu dois t'améliorer. Surtout que c'est des films où ils prennent leur temps. Il y avait tellement d'années d'attente entre Conjuring 2 et Conjuring 3, et je ne parle pas entre Conjuring 3 et Conjuring 4. Tu te dis, ils ont peut-être travaillé, ils ont peut-être écrit, bah non, ça se voit que ça a été écrit en 2 mois et qu'ils ont fait ça à la va-vite. Et ça casse les couilles, ça me dégoûte. Et un sanglier sauvage. De mon côté, ce que j'ai vu de pire cette année, c'est clairement Fear Street Prom Queen. Je ne pourrais jamais relancer ce machin, et là c'est même pas une forme de déception, c'est juste qu'en termes de qualité, c'est mauvais de chez mauvais. Et encore une fois, ma plus grosse déception, c'est évidemment Conjuring 4. Aussi Les Évanouis, mais Évanouis c'est pas que c'est mauvais, genre j'ai conscience que c'est un bon film, c'est juste qu'il y a ce côté où, encore une fois, mes attentes étaient là par rapport à tout l'engouement qu'il y a eu, et quand je l'ai vu, bah je me suis dit, comme beaucoup d'entre nous, tout ça pour ça? Une sorcière. Alors peut-être c'est parce que je suis pas réceptif à la sorcellerie que je trouve ça vraiment ridicule. Je pense que j'aurais largement apprécié que le film parte dans une espèce de théorie du complot, dans un espèce d'enlèvement par un groupuscule, une espèce de secte où que les enfants aient complètement pété un câble. Et je prendrai cet exemple. Il y a une histoire similaire qui est développée dans une série qui est incroyable, l'une des meilleures séries horrifiques du monde, largement mieux qu'American Horror Story si vous voulez mon avis, Channel Zero. La première saison de Channel Zero parle de la disparition d'enfants, sauf que c'est cyclique, le phénomène va se répéter et c'est en train de recommencer. On voit des enfants qui deviennent de plus en plus bizarres par rapport à une émission télé, et tu te demandes ce qui se passe. Et évidemment que ça va partir dans le fantastique, et ça va avoir une explication qui est largement plus originale, auquel tu ne peux pas t'attendre en tant que spectateur. Et c'est un peu ça que j'attendais avec Les Évanouis. Même le titre, Weapons, tu vois, il y a vraiment ce côté, on joue avec quelque chose de... une arme, on utilise les enfants comme des armes, c'est ça que ça sous-entend. Alors du coup, est-ce que le réalisateur va dire que le titre c'est exactement la même chose que pour ce plan-là avec l'arme dans le ciel, qui joue encore une fois avec le titre américain du film, Weapons, les armes. T'as l'impression que le film met en place des éléments fascinants pour te piéger, et tu te dis, si je me fais piéger pour avoir une résolution et une explication qui sont vraiment valables et qui soient vraiment originales, bah c'est trop cool, c'est vraiment bien joué mon pote. Mais si c'est pour avoir une explication aussi bateau qu'une sorcière qui s'amuse à faire joujou avec des bâtons pour rajeunir parce qu'elle a un cancer ou je sais pas quoi... J'arrête. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, like et partager. Vous connaissez la propagande de YouTube, mais ça fait partie du jeu maintenant. Ouais, c'est chiant à demander, Est-ce que t'es tout nu là derrière ton écran? N'oubliez pas que je ne suis pas un cinéphile, je suis simplement un mec qui regarde des films d'horreur, donc mon avis ne vaut absolument rien. Je fais des vidéos sur YouTube, donc évidemment que je vous donne mon avis à moi, mais j'essaie d'être le plus objectif possible en prenant en compte vos avis et l'avis de la majorité, ce qui s'est passé avec ce classement qu'il y a dans cette vidéo. Mais si dans ce classement il y avait un de vos films préférés de l'année, c'est pas grave, vous avez droit d'aimer. Encore une fois, on a parlé de Resident Evil durant cette vidéo. Moi je regardais quand j'étais jeune, j'étais fan de Milla Jovovich, j'étais fan de ces Resident Evil. Tout le monde détestait ces films. Oui, ça me faisait chier. Oui, j'avais l'impression d'être bizarre, j'avais l'impression d'être écarté de la masse. Mais parfois, être écarté de la masse et de l'avis de la majorité, ça fait du bien. Donc s'il y a un film qui fait partie de vos préférés cette année, qui était dans cette liste des top 10, c'est pas grave. On s'en fiche. Vous avez le droit d'aimer des trucs que d'autres personnes n'aiment pas. Et ça fait pas de vous quelqu'un de bizarre ou quelqu'un qui a de mauvais goût. Bien au contraire. Donc on s'en fiche. Vraiment, on s'en fiche. C'est que du cinéma et encore plus ici que du cinéma horrifique. Ne l'oubliez pas. Pareil, la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines au maximum, va y avoir la vidéo des top 10 des meilleurs films d'horreur de l'année. Il y aura forcément des films que vous n'avez pas aimés dans le classement, et ce n'est pas grave. Voilà, j'arrête de faire le moralisateur, faut que je ferme ma gueule. C'était Méromain, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et évidemment, je laisse votre raid des fesses à la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir, parce qu'elle est un petit peu salée, donc c'est pas mon rôle de la lécher. Est-ce que vous kiffez mon t-shirt vendredi 13? Il est incroyable, non? Il est incroyable la team, pas vrai la team? Il est temps que je ferme ma gueule. Mouah, ciao, bene les amis, prenez soin de vous, je vous aime très fort.